Alors bonjour à tous. Bon, au niveau de la présentation, je pense que ça a été fait. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je remercie le docteur Martinet de m'avoir invité et puis pour la confiance qu'elle me fait. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des bilans à visée diagnostique. Alors tout d'abord, ça a été un petit peu fait tout à l'heure, un petit focus sur les troubles du neurodéveloppement. Donc il y en a plusieurs. Donc les troubles du développement intellectuel dont on a parlé tout à l'heure, les troubles de la communication, avec le trouble du langage oral, qu'on appelait anciennement dyslexie, trouble de la phonation, bégaiement, communication, le trouble de la communication sociale. On a également le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages, dont fait partie la dyslexie, mais il y a également la dyscalculie par exemple, les troubles moteurs, et les autres troubles du neurodéveloppement spécifiés ou non. Donc, avec la classification des DSM-5, avant, c'est vrai on pouvait avoir l'un ou l'autre des troubles. Aujourd'hui, avec le DSM-5, on voit que les frontières, elles ne sont pas aussi claires et que bien souvent, on peut avoir des troubles associés. Ce n'est pas parce qu'on a un TSA qu'on ne peut pas avoir de TDAH, qu'on ne peut pas avoir de TDI, etc. Malheureusement, c'est plutôt effectivement la règle plus que l'exception. Quand on voit l'épidémiologie des différents troubles, on a du 1%, on a du 5%, on a du 6%, etc. Si on combinait tous les pourcentages, on se dirait la probabilité qu'un enfant soit neurotypique sans difficulté développementale, elle est très faible. En réalité, ces pourcentages, ils ne s'additionnent pas, c'est souvent des personnes qui combinent plusieurs difficultés, plusieurs troubles. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que tous ces troubles peuvent être combinés et que c'est malheureusement bien souvent la règle. Alors, quelques chiffres. Donc là, c'est les chiffres issus de la stratégie nationale. Les TND concernent 1 personne sur 6. Donc vous voyez que c'est vraiment une proportion très importante. Estimation par trouble. Autisme, 1 à 2% de la population. Les troubles autistes, 8%. TDAH, 6% des enfants et 3% des adultes. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des adultes? C'est que le TDAH, il peut se résorber, en fait, les symptômes s'atténuent au fil du temps, au fur et à mesure de la maturation cérébrale. Puis il y a aussi beaucoup d'adultes qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance et qui se sont débrouillés comme ils pouvaient et qui ne sont pas repérés. Et le trouble du développement intellectuel, 1% de la population. Et parmi ces chiffres, voilà, il y a 50% des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement qui ont un second trouble du neurodéveloppement ou d'autres maladies associées, parmi lesquelles de l'épilepsie, troubles gastro-intestinaux, pathologies cardiovasculaires, etc. Et 70% des personnes concernées ont des difficultés qui vont persister à l'âge adulte. Alors c'est vrai qu'on parle de diagnostic différentiel dans le cadre d'une démarche diagnostique. On va se questionner sur quelle est l'origine des difficultés rencontrées par la personne. Dans le meilleur des cas, c'est vrai qu'on aimerait trouver une origine unique et on se dit qui expliquerait l'ensemble des difficultés. Malheureusement, c'est rarement le cas. On est souvent face à des difficultés multiples. On a un peu de ci, un peu de ça, beaucoup de ci, et il faut démêler un petit peu tout ça et savoir quelle est l'origine des difficultés de la personne. Donc le diagnostic différentiel, ça va être la démarche qui consiste à identifier quel est le trouble, est-ce qu'il y a un trouble unique qui expliquerait la plupart des difficultés rencontrées par la personne. Donc on va distinguer le trouble suspecté d'autres troubles qui pourraient expliquer les mêmes symptômes. Alors que dans la recherche de troubles associés, là, on va se poser la question, est-ce que les difficultés que rencontre cette personne s'expliquent par un unique trouble ou est-ce que c'est la combinaison de plusieurs troubles qui explique l'ensemble de ces difficultés? Donc, on va rechercher des troubles additionnels qui peuvent coexister avec le trouble principal. L'objectif du diagnostic différentiel, c'est d'éviter des erreurs de diagnostic, de confondre un trouble avec un autre. On va se poser la question, est-ce que c'est bien ce trouble-là et pas un autre? Par exemple, on observe régulièrement chez les enfants des retards de langage, mais le retard de langage, il s'observe dans le trouble du spectre autistique, dans le trouble du développement du langage ou dans une éventuelle surdité. Donc, le diagnostic différentiel va consister à explorer ces différentes pistes pour savoir quelle en est l'origine.
Et donc, l'objectif final, c'est de confirmer le bon diagnostic. Alors que dans les troubles associés, on va identifier tous les troubles présents. L'objectif, c'est bien sûr d'adapter au maximum l'accompagnement de la personne, de se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres troubles en plus du diagnostic principal? Et donc là, dans l'exemple, c'est, est-ce qu'il y a un TDAH plus une dyslexie, un TSA plus de l'anxiété, un TSA plus de l'épilepsie, etc. On va rechercher la combinaison de plusieurs troubles afin d'adapter au mieux le suivi pluridisciplinaire. Alors, quand on recherche, quand on fait des bilans à visée diagnostique, ce qu'on va rechercher, c'est un petit peu ce qui est spécifique. On en a parlé également ce matin, il y a beaucoup de symptômes qui sont communs à plusieurs troubles. Si on voit par exemple, vous voyez, on a le TSA, le TDAH, les 10, troubles du développement du langage, troubles du développement intellectuel et les troubles moteurs, et la fréquence des symptômes. Donc par exemple, si on prend le TSA ou le TDAH, vous voyez que l'ensemble des symptômes observés, retard de langage, difficulté d'apprentissage, inattention, distractibilité, impulsivité, agitation, mémoire de travail limitée, maladresse motrice, difficulté sociale, troubles du comportement, troubles sensoriels, fatigabilité, sommeil, ils se retrouvent quasiment, l'ensemble de ces symptômes peuvent être observés dans ces troubles-là. Donc, pour aller démêler tout ça, c'est compliqué. Alors qu'il y a d'autres troubles, si on prend le trouble du développement du langage, là, on est tranquille. On observe le langage et puis les autres symptômes, finalement, ils sont peu fréquents. D'accord ? Donc, le diagnostic différentiel, il va vraiment être important pour le TSA, le TDAH, un petit peu moins le TDI, un petit peu moins pour tout ce qui touche le trouble du développement du langage ou les troubles moteurs, où là, on va aller observer des choses bien spécifiques qui ne s'accompagnent pas forcément d'autres difficultés, si ce n'est les difficultés dont on a parlé ce matin également, concernant les fonctions exécutives, qui touchent quand même un certain nombre des personnes concernées par ces troubles-là. Donc, si on a comme hypothèse d'aller rechercher un TSA, un TDAH, ce qui va nous importer, c'est d'aller voir un petit peu ce qui est spécifique de l'un ou l'autre des troubles. Alors, quand on parle de bilan diagnostique, on peut parler de repérage, de dépistage, de diagnostic, mais bon, comment on s'y retrouve là-dedans? Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Le repérage, l'objectif principal, c'est de détecter des signes ou des indices qui éveillent un doute. N'importe qui peut le faire. Un professeur, un médecin généraliste, un cousin, une tata, etc. qui se dit, tiens, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, un retard de langage, etc. Ça, c'est le repérage. Le dépistage, ça va consister à rechercher de manière systématique une difficulté avec ou sans symptômes. C'est-à-dire que ça va être des outils de dépistage qu'on peut trouver par exemple dans les carnets de santé. On va venir tester la surdité, etc. Donc là, c'est fait de manière systématique pour tout individu et ça permet à titre préventif, d'aller identifier la présence ou non de difficultés. Et le diagnostic, là, va consister à confirmer la présence d'une maladie ou d'un trouble. Et là, c'est des professionnels tels que des médecins ou des spécialistes qui vont réaliser des examens plus approfondis pour objectiver le diagnostic. Dans le meilleur des cas, on est content quand on a des examens médicaux qui nous permettent de confirmer à coup sûr le diagnostic d'une personne. Je donne l'exemple d'un karyotype pour une trisomie 21, là, on n'a pas de doute, c'est bien ça, la difficulté. Dans les troubles du neurodéveloppement, malheureusement, on n'a pas ça, donc on va voir quels outils on peut utiliser pour essayer de repérer ces choses-là. Donc les outils d'évaluation qu'on va utiliser ne seront pas les mêmes en fonction de ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à repérer, à dépister ou à diagnostiquer? Alors, quand on a un doute, quand on pense avoir repéré quelque chose, une déviance au niveau de la trajectoire développementale, il y a différents adressages possibles. Alors, l'adressage de première ligne, donc là, ça va être un médecin généraliste, par exemple, ou toute personne qui va avoir repéré des signes d'alerte qui peuvent faire penser à la présence d'un trouble du neurodéveloppement chez l'enfant. Ces professionnels vont pouvoir adresser ensuite à des équipes de deuxième ligne, où là, ça va être des professionnels qui sont formés spécifiquement au TND et qui vont pouvoir réaliser des
évaluations plus spécialisées. Il existe également des professionnels de troisième ligne, où là, c'est pour les cas plus complexes, et il y en a beaucoup, où vraiment on n'arrive pas à démêler les choses, il y a beaucoup de choses, il y a des facteurs environnementaux associés, etc. Et on a vraiment du mal à y voir plus clair. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'adresser à des centres d'expertise pour avoir leur éclairage sur des situations bien spécifiques. Un exemple d'outil de repérage. Alors, cet outil de repérage, il est disponible en ligne. La plupart des médecins, j'espère, généralistes, ont connaissance de cet outil et peuvent l'utiliser quand il y a des écarts au niveau développemental, on se pose des questions. C'est un guide qui est très complet et qui permet d'aller explorer différentes dimensions du développement et qui permettent de prendre la décision de se dire, bah oui, là, il faut peut-être adresser cet enfant à une équipe de seconde ligne parce que j'ai repéré des signes inquiétants sur le développement de l'enfant. Donc là, à titre d'exemple, signe d'alerte à 3 ans, et donc la consigne, si 2 noms dans 2 domaines différents orientés vers une PCO. On en parlera ensuite. Donc par exemple, on va observer la motricité globale, le contrôle postural et la locomotion, monte l'escalier seul en alternant les pieds, entre parenthèses avec la rampe, oui, non, saute une marche, enfin c'est vraiment des choses assez simples qui peuvent être facilement observées ou des informations qui peuvent facilement être recueillies auprès de la famille. Motricité fine, empile 8 cubes, copie un cercle à partir d'un modèle visuel, enfile seul un vêtement, etc., etc. Le langage, dit des phrases de 3 mots, utilise son prénom ou le jeu quand il parle de lui, comprend une consigne orale simple, et socialisation, prend plaisir à jouer avec des enfants de son âge, parvient à participer à une activité à 2 ou à plusieurs. Donc il suffit. Dès lors qu'on a coché 2 noms, on peut se poser la question effectivement d'orienter vers une équipe plus spécialisée. Un autre exemple, là, à l'âge de 5 ans, alors là, je vais m'approcher parce que... Donc, concernant la motricité globale, est-ce que l'enfant est capable de tenir en équilibre sur un pied au moins 5 secondes, marcher sur une ligne, attraper un ballon avec les mains, parvient à se tenir tranquille et rester assis quand c'est nécessaire, et ainsi de suite, pour chacun des domaines. Donc, n'hésitez pas, ces outils, ils sont disponibles en ligne, et je trouve que pour tout à chacun, c'est un outil qui est plutôt intéressant. Mais des outils de repérage, il en existe plein d'autres. Donc, je ne vais pas vous en faire une description parce que je ne les connais pas tous déjà pour commencer. Mais en tout cas, ça vous donne une idée. Donc là, c'est les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur les TND qui préconisent l'utilisation de ces outils. Je vous invite aussi à parcourir ces recommandations de bonnes pratiques que je trouve très complètes, très claires et qui donnent pas mal de pistes et d'outils recommandés quand on ne sait pas quoi utiliser. N'hésitez pas vraiment à les parcourir. Et pareil, elles sont disponibles en ligne sans aucune difficulté. Donc, il y a des outils de repérage qui permettent une évaluation globale de l'enfant. Et puis, il y a des outils de repérage qui permettent une évaluation par domaine. Donc, si on se pose des questions par rapport au TSA, on peut utiliser par exemple le MCHAT. Si on se pose des questions par rapport aux particularités sensorielles, on peut aller utiliser l'échelle de Dune, etc. Donc, on peut soit questionner par domaine fonctionnel ou faire une évaluation plus globale, comme l'outil de repérage que je vous ai présenté juste avant. Alors, un parcours diagnostique, ça ressemble à quoi? Alors là, je vous ai pris un diagramme assez simple, il y en a des beaucoup plus compliqués, mais ça illustre à quel point ça peut être complexe pour une famille d'avoir une réponse face aux difficultés perçues de son enfant. Moi, ce que j'ai envie de dire, de souligner quand même, c'est que il faut faire confiance aux parents, que quand un parent s'inquiète, c'est souvent pour de bonnes raisons, et que parfois ils peuvent tomber sur des médecins généralistes qui peuvent dire « Oh, il avance à son rythme, vous inquiétez pas, il va rattraper, etc. » Faisons confiance aux parents, vraiment. Donc parfois, ils consultent et puis on leur dit « Non, vous inquiétez pas, ça va passer, ça va... » Et puis, ils perdent du temps et puis ils continuent, etc. Donc, on peut avoir 2 cas de figure, soit des risques modérés de TND, et dans ce cas-là, on va aller consulter une équipe de première ligne pour aller repérer les signes. S'il y a des signes, hop, on va vers une équipe plus spécialisée qui va pouvoir confirmer ou non le diagnostic.
Si les facteurs de risque sont forts, on va adresser directement vers une équipe spécialisée. Dans tous les cas, que le diagnostic soit posé ou pas, on commence l'accompagnement, on commence les interventions auprès de l'enfant. On n'attend pas que le diagnostic soit posé pour mettre en place un suivi, des adaptations, des aménagements. Ça, c'est vraiment essentiel et les recommandations de bonne pratique insistent bien là-dessus. Donc là, bon, une petite touche négative, mais je trouve quand même, depuis ces dernières années, que les choses quand même tendent à se simplifier en matière d'accompagnement, de repérage, de diagnostic, notamment avec la stratégie nationale et la mise en place des PCO. Aujourd'hui, normalement, quand on repère des signes évocateurs d'un TND, les médecins peuvent assez facilement adresser l'enfant auprès d'une plateforme de coordination et d'orientation qui va se charger justement d'accompagner la famille et l'enfant, de les adresser auprès de bons professionnels pour réaliser des bilans qui vont permettre ensuite d'aboutir à un diagnostic. Mais à nouveau, la PCO ne va pas attendre le diagnostic pour mettre en place les suivis vont s'enclencher tout de suite. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les PCO, même si elles sont assez réactives pour pouvoir accueillir les familles, il y a des difficultés au niveau des professionnels paramédicaux, où il y a parfois des délais d'attente assez longs pour la réalisation des bilans ou pour la mise en place des suivis. Mais en tout cas, ça évolue et je pense qu'il y a quand même un gain de temps considérable par rapport à ce que ça a pu être auparavant. Alors, une démarche diagnostique, là j'ai pris l'exemple du TSA, les recommandations de bonne pratique, qu'est-ce qu'elles préconisent en matière de bilan, de choses à réaliser dans le cadre de cette démarche-là. Alors, il est recommandé que l'évaluation initiale comporte au minimum les éléments suivants. Vous voyez la liste. Si on faisait tous ces bilans pour chaque enfant, chaque personne que l'on recevait dans le cadre de la consultation, on verrait une dizaine d'enfants par an, et là, on augmente les délais d'attente, etc. Donc là, ce que je vous présente, c'est l'idéal. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des choix à faire. En tout cas, donc, ce qui est recommandé, c'est une anamnèse développementale détaillée. Ça, on ne peut pas en faire l'impasse, c'est essentiel, et je vais en parler juste ensuite. Vérification de la réalisation des tests de repérage standard, audition, vision, ce que la personne entend bien, voit bien, etc. Examen pédiatrique clinique complet, poids, taille, périmètre crânien, examen neurologique. Observation clinique en situation d'interaction avec l'enfant, de ses capacités de communication sociale et de ses comportements afin de rechercher les signes centraux de TSA en référence aux critères du DSM-5. Donc là, avec les outils qui sont la CARS, la DOS par exemple. Examen des différentes dimensions du langage et de la communication verbale et pragmatique. Examen du niveau de fonctionnement intellectuel et du profil cognitif. Examen des capacités adaptatives de l'enfant dans les situations de vie quotidienne sur la base des observations parentales, donc les échelles de Vineland. Examen des fonctions psychomotrices, dont les habiletés motrices globales et fines. Examen des processus d'intégration sensorielle, profil sensoriel de Dune. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il s'est passé quelques mois. Donc on ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, l'enfant arrive avec des bilans déjà réalisés, et là on se dit super, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc dans la pratique, comment on fait ? Donc je dis, on commence par tirer quel fil ? Ok, voilà, j'ai cet enfant. Quel bilan je vais réaliser pour cet enfant ? Ce qui va être essentiel dans le cadre de la démarche diagnostique, c'est de réaliser une bonne anamnèse. L'anamnèse, donc, ça permet de recueillir des informations auprès de la personne elle-même ou de son entourage concernant son histoire médicale, psychologique, sociale et familiale. C'est une étape qui est fondamentale dans le cadre de l'évaluation clinique, car elle va permettre de replacer les symptômes dans leur contexte et de guider les investigations complémentaires. C'est vraiment la consultation auprès du médecin, le médecin par rapport aux observations, aux éléments que le médecin aura recueillis, qui va pouvoir préconiser les bilans les plus pertinents à réaliser, parce qu'on ne va pas pouvoir tous les faire. Donc en fonction des difficultés évoquées par la personne ou pour la famille, on va commencer à tirer un fil ou un autre. Donc les objectifs de l'anamnèse, donc recueillir les antécédents médicaux, familiaux et personnels. Tiens, il y a un cousin qui a un TSA, il y a une cousine qui a un TDAH, etc. C'est des signaux qui sont importants. On se dit, on peut peut-être aller explorer ça, par exemple.
Ou alors, le grand-père, il ressemblait quand même beaucoup, des fonctionnements similaires. On identifie l'histoire des troubles, l'âge d'apparition, ça c'est essentiel aussi. On l'a vu, beaucoup de critères dans le DSM-5 indiquent que les troubles les difficultés doivent être présentes depuis la petite enfance. Donc si dans le cadre d'une consultation, une famille arrive en disant nous on s'est inquiété quand il est rentré, quand il a 8 ans, bon, on peut se questionner sur la nature du trouble. En tout cas, on peut écarter déjà certaines choses. Le TSA, si on s'inquiète à 8 ans, c'est que c'est pas ça. L'évolution des symptômes, est-ce qu'il y a eu des facteurs déclenchants dans le cadre de psychotraumatisme, par exemple, on peut développer des symptômes à l'issue d'un choc, d'un traumatisme. On explore le contexte, l'environnement familial, scolaire, professionnel, social. On évalue l'impact fonctionnel, et ça c'est important, on en a parlé dans le TDI tout à l'heure. On évalue est-ce que les difficultés de la personne ont des répercussions significatives dans son adaptation, dans sa vie quotidienne, etc. Dans son autonomie, dans ses relations, ses apprentissages, sa qualité de vie. Et donc, l'objectif de l'anamnèse, c'est d'orienter le diagnostic différentiel. Et du coup, la stratégie d'évaluation, c'est-à-dire les outils qu'on va choisir pour réaliser les bilans. Les éléments clés de l'anamnèse, je vais pas les redonner en détail, mais voilà, c'est l'ensemble des éléments vraiment à parcourir et qui sont vraiment importants et qui vont pouvoir orienter les évaluations à réaliser. Donc c'est grâce à elles qu'on va ensuite pouvoir poser des hypothèses. Il y a des difficultés relationnelles, il y a des difficultés d'attention, il y a de l'intolérance au changement, etc. Tous ces éléments-là vont nous permettre, vont allumer des signaux et se dire, on va aller explorer telle ou telle piste. Ensuite, le choix de l'outil de l'évaluation va dépendre de plusieurs paramètres. On ne va pas utiliser le même outil en fonction de l'âge de la personne, de sa langue, est-ce qu'elle est francophone ou pas, de son niveau de développement, parce que une personne, même si elle a 25 ans, si elle a un âge de développement de 3 ans, je ne vais pas utiliser un outil qui est dédié aux adultes, ou en tout cas, je vais choisir un outil bien spécifique. Ça va dépendre des hypothèses diagnostiques et des résultats des outils de repérage ou de dépistage. Si la personne nous a été adressée parce que dans le cadre du livret de repérage, ça cochait telle ou telle case, ça peut aussi nous donner des idées sur les types d'évaluations à réaliser. Alors là, dans ce tableau, vous avez du coup les domaines ciblés par trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'on va aller s'intéresser à ce qui est spécifique et pas ce qui est commun. On a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient communes, mais justement, pour pouvoir faire du diagnostic différentiel, on va aller rechercher ce qui est spécifique, même si on peut le retrouver quand même dans d'autres troubles. Par exemple, dans le TSA, on va aller s'intéresser plus particulièrement aux interactions sociales, à la communication et à la présence d'intérêts ou comportements répétitifs, intérêts restreints ou comportements répétitifs. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique du TSA qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les centres d'intérêt qui sont très spécifiques, très envahissants, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve que dans le TSA. Donc, on va aller rechercher ces choses-là. Parmi les outils qui sont fréquemment utilisés et recommandés, on a la dose 2. La dose 2, c'est une situation, c'est un test, mais on est en relation avec la personne. C'est un outil qui peut être utilisé dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. On va vraiment être en situation d'interaction. C'est un moment qui se veut quand même assez agréable et sympathique. On n'est pas vraiment sur une situation de test où on vise des compétences, des performances, mais on va voir au niveau relationnel comment se comporte la personne, s'il y a de la réciprocité dans les échanges, etc. Ensuite, vous avez la DIR. La DIR qui est c'est un entretien semi-structuré auprès des familles. C'est un outil qui est essentiel, notamment dans le diagnostic des adultes, puisque on l'a vu, pour poser un diagnostic d'autisme, il faut que les symptômes étaient présents dès la petite enfance. Souvent, à l'âge adulte, quand on est sur une forme d'autisme plutôt légère, les symptômes sont beaucoup moins visibles. Donc, c'est important de pouvoir recueillir auprès des familles la présence de ces symptômes dès le plus jeune âge. Donc là, c'est vraiment un questionnaire qui va interroger cette période-là et qui va aller interroger les choses spécifiques du TSA. Après, vous avez d'autres outils comme la CARS-2, la SRS-2, où là, c'est plus des outils assez rapides. Je dirais plus des outils, on va dire, de repérage, de dépistage.
mais qu'il va falloir compléter ensuite par les autres outils. Concernant le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, là, on va aller rechercher tout ce qui concerne l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité, tout ce qui concerne les fonctions exécutives. Et donc pour ça, il y a des outils tels que les échelles de Conners qui peuvent être remplies par les parents et les enseignants. C'est important aussi d'avoir un regard multiple, de savoir si les difficultés se retrouvent dans plusieurs environnements, parce que ça fait partie aussi des critères. Les échelles de Brown qui vont évaluer plus spécifiquement les fonctions exécutives et les fonctions exécutives qui peuvent être problématiques dans le cadre du TDAH. Les échelles SNAP qui s'inspirent des échelles de Conners et l'observation clinique, les entretiens. Et on y reviendra, c'est aussi essentiel. Concernant le trouble développemental de la coordination, là on va s'intéresser à la motricité fine et globale, à la coordination avec des tests que je maîtrise moins bien, mais nos collègues psychomotriciens maîtrisent beaucoup mieux. Le MABC2, BOD2, épreuve de graphomotricité comme le BHK. Concernant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on va aller observer le langage oral, le langage écrit, la lecture, l'orthographe, le calcul, avec des batteries telles que l'Evalo, l'Alouette, qui a été évoquée tout à l'heure. Concernant le trouble du développement intellectuel, donc on en a parlé plus en détail ce matin, on va observer à la fois le fonctionnement intellectuel, mais aussi les fonctions adaptatives. C'est pour ça qu'on va coupler vraiment la réalisation de tests psychométriques concernant l'efficience intellectuelle, mais aussi l'évaluation des compétences adaptatives via les échelles de Vineland. Et concernant les troubles de la communication, on va aller observer la pragmatique du langage, le langage social et la compréhension. Alors, la limite des tests et le rôle du jugement clinique, toutes les recommandations de bonne pratique s'accordent pour dire que le jugement clinique prime toujours sur les résultats des tests. C'est-à-dire qu'on a parfois des tests qui sont positifs en faveur d'un trouble ou d'un autre. Et pour autant, nous, notre sentiment, c'est que c'est pas ça. Et ça doit compter plus que le résultat du test. Inversement, on a parfois des tests qui sont négatifs, mais nous, on est persuadés que si, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important, vraiment, de se faire confiance. C'est important aussi que les professionnels qui réalisent des évaluations à visée diagnostique aient une expérience importante dans les troubles qui sont évalués, c'est-à-dire que il faut avoir rencontré beaucoup de personnes avec TSA, beaucoup de personnes avec TDAH, pour pouvoir savoir ce que c'est et avoir cette intuition qui est essentielle. Alors, je ne dis pas qu'il faut se fier uniquement à l'intuition, il faut vraiment combiner les deux, mais en tout cas, c'est ça qui doit primer dans l'évaluation à visée diagnostique. Donc, les outils d'évaluation sont des aides à la décision, pas des instruments qui donnent un diagnostic automatique. Le diagnostic, il doit être intégré et synthétisé par un clinicien expérimenté, ça c'est vraiment important, en tenant compte de tous les éléments, donc l'anamnèse, les observations directes, le contexte de vie, les résultats des bilans standardisés et la présence de comorbidités, donc de troubles associés. À savoir que les tests ils peuvent être influencés par énormément de choses, la motivation de l'enfant, le contexte d'évaluation, les troubles sensoriels associés. Si par exemple il y a un enfant qui présente d'importantes particularités sensorielles au niveau auditif, une hypersensibilité auditive, il suffit qu'il y ait des travaux à côté et le test il va être complètement échoué. Donc c'est vraiment, il y a plein de paramètres à prendre en compte et les résultats, ils sont toujours à interpréter avec précaution. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un résultat atypique ne signifie pas forcément un trouble et inversement. Alors les tests, c'est bien, c'est important, ça permet d'avoir des résultats qui sont normés, qui sont standardisés. Mais je trouve que c'est important de rappeler que ce qui définit un trouble, c'est les répercussions que va avoir ce trouble dans la vie d'une personne. Okay, on peut très bien avoir un fonctionnement, une efficience intellectuelle en décalage par rapport à la norme, mais avoir des compétences adaptatives, et se débrouiller très bien dans la vie. Et dans ce cas-là, ça n'en fait pas un trouble. Ce qui en fait un trouble, c'est vraiment le fait que ces difficultés-là entraînent des limitations dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut observer. Donc, est-ce qu'il y a une souffrance significative ou une diminution du fonctionnement de la personne au-delà des variations normales de l'existence, on a tous des points forts, des points faibles, etc.
Et donc, dans le DSM-5, quel que soit le trouble, il existe un critère qui indique que les symptômes interfèrent avec ou réduisent la qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Donc, c'est un élément aussi à vérifier ou qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, il est indispensable de recueillir des données sur le comportement de la personne dans ses différents milieux de vie, via la personne elle-même, sa famille, l'équipe enseignante, pourquoi pas les collègues de travail. Donc vraiment, idéalement, en fait, il faudrait pouvoir aller observer la personne dans son milieu de vie, voir comment elle fonctionne. Ce serait l'idéal. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de le faire, mais quand on peut le faire, c'est l'idéal. Après, sinon, voilà, c'est de recueillir le maximum d'informations auprès de la famille, auprès des enseignants, auprès de la personne elle-même. Moi, même si c'est des enfants, je les interroge toujours sur le fait, je leur demande, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens différent des autres enfants de ton âge? Ok, pourquoi? Explique-moi. Est-ce que tu penses avoir des difficultés? Si oui, lesquelles? C'est quoi qui t'embête le plus, etc. Et ça, c'est souvent un éclairage qui est vraiment essentiel. Nous, c'est vrai qu'on a une consultation qui est spécifique TSA, mais bon, on fait du diagnostic différentiel, donc on fait du TND de manière générale. Et souvent, le vécu des enfants ou des adolescents avec TSA, régulièrement, quand je pose la question « Est-ce que tu te sens différent des enfants du même âge que toi ?» la réponse est oui. Et quand c'est des plus grands, des jeunes adultes ou des grands ados, j'ai dit « Et depuis combien de temps ?» Depuis toujours. Et bon, ça, c'est un éclairage qui est vraiment très important à prendre en compte. Donc là, je trouve que la recommandation de bonnes pratiques professionnelles concernant le TDAH, qui a été publiée très récemment en 2024, je trouve qu'elle accorde une place importante justement à ça, et c'est assez nouveau. Ça a fait beaucoup de bruit parce que cette recommandation, elle a dit que en fait, les tests psychométriques, ils sont pas indispensables, voire ils sont pas utiles dans le cadre de la démarche diagnostique. Donc, cette recommandation, elle indique qu'il est recommandé de conduire un entretien avec l'enfant et ses parents afin d'évaluer le développement de l'enfant dans toutes ses dimensions, neurologiques, psychomotrices, affectives, psychologiques et cognitives, d'évaluer les difficultés de fonctionnement de l'enfant et leur retentissement en ce qui concerne les interactions sociales, l'autonomie, les apprentissages, la vie quotidienne, leur sévérité dans les différents domaines de vie. Ça-ci, c'est vraiment essentiel que les difficultés, elles se retrouvent partout. D'explorer différents domaines cliniques, somatiques et psychiatriques. Il est recommandé que l'entretien avec l'enfant soit axé sur sa perception et sa gestion des difficultés, ainsi que sur les stratégies qu'il a adoptées ou dont il dispose pour les surmonter. Il est recommandé, en accord avec les parents et l'enfant, de recueillir auprès des différents professionnels intervenant dans la vie de l'enfant des informations sur le plan des apprentissages, des attitudes et du comportement de l'enfant, donc à travers des questionnaires, des appels, des entretiens. Pour poser le diagnostic de TDAH, le bilan neuropsychologique n'est pas un examen nécessaire. En présence de plusieurs troubles associés ou d'une suspicion de TDI ou de symptômes sévères, il est recommandé de disposer d'un bilan neuropsychologique pour établir un plan de soins. Dans les autres cas, un examen neuropsychologique peut être un outil du suivi d'un enfant avec un TDAH. Donc, c'est plus un élément qui est indispensable pour la réalisation d'un diagnostic de TDAH. Vraiment, ce qui compte, c'est comment ça se passe dans la vie de cette personne, quelles sont ses difficultés au sein de son environnement scolaire, professionnel, etc. Et plus du tout, quel est son résultat à la batterie Teach en ce qui concerne ses capacités attentionnelles. Moi, j'en ai fait des bilans Teach, j'en fais plus depuis ces recommandations-là. Et je suis assez d'accord, j'avais des résultats à la Teach, qui est une batterie d'évaluation des fonctions attentionnelles, où il n'y avait pas de déficit, où l'enfant en face de moi, j'étais persuadée qu'il avait un TDAH, mais les résultats étaient dans la norme. Mais bon, dans le contexte d'évaluation, là, l'enfant, il est avec moi, tout seul, dans une pièce, au calme, il n'y a pas de distracteur, etc. Il sait que là, ce que je lui demande, c'est d'être attentif, et il le fait, il fait le job. Par contre, en classe, en plus d'être attentif, il y a du bruit, il y a 30 élèves, il y a peut-être une difficulté par rapport à la matière en question, je dois réfléchir en même temps, on n'évalue pas que l'attention, là, il est en difficulté. Et donc, c'est ça qui doit primer. Donc, en conclusion, le diagnostic des troubles du neurodéveloppement ne repose pas sur un examen unique, mais sur une démarche intégrative et pluridisciplinaire. Les recommandations internationales convergent sur plusieurs principes, donc la pluridisciplinarité, collaboration entre médecins, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, enseignants spécialisés.
L'évaluation multimodale, c'est-à-dire qu'on va croiser l'anamnèse, les observations, les recueils d'observations, si on ne peut pas les réaliser en direct, des évaluations fonctionnelles et des bilans médicaux. La précocité, c'est-à-dire qu'on va chercher à réaliser ces évaluations le plus tôt possible, de chercher à repérer et intervenir dès les premiers signes. On n'attend pas que le diagnostic soit posé pour intervenir. De réaliser des bilans complémentaires ciblés, tels que audiogramme, bilan ophtalmo, etc. Et une communication claire avec la famille et proposition d'un plan personnalisé d'accompagnement. Le diagnostic, il doit être le plus clair possible, et là c'est l'importance de la psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer à la famille, à l'enfant, à l'adulte, c'est un adulte qui est concerné, c'est quoi avoir un TSA, c'est quoi avoir un TDAH, c'est quoi avoir une dyslexie, qu'est-ce qu'il existe, quels sont les aménagements possibles, les outils de compensation, etc., pour que finalement faciliter leur quotidien et réduire les répercussions de leurs troubles dans leur vie de tous les jours. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.